Bienvenue sur PME plus durabilité, une plateforme hybride à la fois live talk, vidéo podcast et podcast. Nous recevrons ici celles et ceux qui sont engagés au quotidien pour faire bouger les lignes de leurs industries en créant des modèles économiques plus vertueux. Conscients des enjeux environnementaux et sociaux actuels, ces actrices et acteurs du changement ont développé des solutions concrètes privilégiant des pratiques professionnelles responsables et durables à différentes étapes de la chaîne de valeur. Avec force et conviction, ces hommes et ces femmes insufflent un vent nouveau au cœur de notre système économique, à petite ou grande échelle, mais toujours près de chez vous. Circularité, impact social, approvisionnement, engagement des salariés, autant de leviers de transformation qui seront abordés ici, en toute transparence. Des entretiens sincères et singuliers pour s'inspirer et co-créer une société plus respectueuse du vivant, plus inclusive, plus prospère. Ensemble, ouvrons le champ des possibles. Bonjour Claudia. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir pour le deuxième épisode de PME et durabilité. Donc on va découvrir ton parcours qui a été très axé avec la création de Itaïto sur l'impact social au féminin. Donc tu es la fondatrice d'Itaïto, qui est une marque aux antipodes de la fast fashion, qui est vraiment tournée sur des créations de qualité, fabriquées en matière 100% naturelle et qui sont 100% faites au Pérou, ton pays d'origine. Donc tu nous en diras un petit peu plus. Petit rappel peut-être pour commencer sur l'industrie textile et l'impact écologique de l'industrie textile et surtout à cause du fast fashion. On sait que l'industrie textile, c'est 10% des émissions de gaz à effet de serre et c'est malheureusement aussi le troisième plus gros consommateur d'eau après le riz, le blé, donc aussi un impact sur l'eau qui est pas forcément connu. On en discutera aussi sur le choix des matières que tu as faites. Donc Itaïto a été créé en 2018 et en fait a fait vraiment de l'impact social sa mission en adoptant différents engagements. On ira dans les détails de ces engagements. Mais avant de parler justement de ces engagements, j'aime bien faire découvrir le parcours des gens qui sont derrière, des personnalités qui sont derrière les marques que j'invite sur le live. Est-ce que Claudia, tu pourrais nous dire un petit peu quel a été ton parcours avant la création de Itaïto et de devenir cet entrepreneur à impact social? D'où viens-tu? Qu'as-tu fait? Voilà, avant tout, je voulais te remercier pour l'invitation. Alors, qu'est-ce que... Bon, c'est vrai, moi, je suis la fondatrice Itaïto, la créatrice Itaïto. Et qu'est-ce que j'ai fait avant Itaïto? Alors, moi, je suis ingénieure en chimie. J'ai étudié au Pérou, j'ai un bachelor. Et j'ai fait mes petits stages, comme tout étudiant au Pérou, dans la fabrique de filatures. Alors, c'est pour ça que je connais un peu qu'est-ce que c'est l'alpaga. À l'époque, j'ai travaillé dans les laboratoires, on faisait les couleurs, les teintes, et je connais un peu comment ça se passait, un peu le processus. Après que j'ai fini, je suis arrivée ici en Suisse. J'ai fait des petits travaux. Tout au début, j'étais étudiant et j'ai aussi travaillé dans un laboratoire. Et après, petit à petit, voilà, je me suis mariée, j'ai eu mon premier enfant et j'ai commencé à travailler côté de Nyon, parce que j'habite de l'autre côté. Mais j'ai eu, comment je peux t'expliquer, chez moi, il y a toujours eu ce côté humain, ce côté social. Pour moi, c'était très important le fait de pouvoir aider, étant donné que je suis péruvienne et que je connais les besoins de mon pays et les besoins des femmes au Pérou. Pour moi, c'était toujours très important de pouvoir les aider d'une manière ou d'une autre. Alors, au début, j'ai commencé à faire des Noël là-bas, un peu comme je pouvais, mais toujours dans ce contexte-là, cette fil qui m'a toujours attirée, c'était ce côté social. Alors, j'ai travaillé dans la petite enfance,
plusieurs années. Et puis, il y avait déjà cette idée. Mais voilà, on a dû, je pense que c'est comme un enfant, on a dû vraiment, elle a dû grandir petit à petit pour pouvoir l'amener à bout. Donc, il n'y a pas eu d'élément déclencheur dans la création d'Itaïto. Ça a été un chemin, enfin, ça a été quand même, il y avait un fil rouge. Et puis, quand même, à un certain moment, tu t'es dit, est-ce que je me lance ou pas? J'ai cette idée. Comment ça s'est Oui, passé, le turning point qui t'a vraiment fait déposer la marque Itaïto? motivée. Alors, si tu veux, j'avais déjà retrouvé dans mes voyages, parce que je vivais souvent au Pérou, j'avais déjà trouvé des dames qui tricotaient. À l'époque, j'avais parti en voyage avec mon mari, j'avais trouvé une dame qui tricotait, j'ai acheté un pull, que je l'ai toujours à la maison, et je l'ai vu tricoter et j'ai trouvé exceptionnel qu'est-ce qu'elle faisait. Et ça m'a rappelé un peu ma grand-mère qui nous faisait les mêmes choses. Parce que tu nous parleras aussi du côté artisanal, enfin, Exactement. et d'un voilà d'un art qui se transmet de génération en En génération. génération. Exactement. Alors voilà, comme je dis, c'est une idée qui a pris du temps. Et c'est suite à ma deuxième grossesse que là, je me suis dit, OK, j'ai envie de passer du temps avec mon enfant. Je veux arrêter le travail. Mais qu'est-ce que je vais faire? Et là, c'est vrai, il y a une petite aide de mon mari qui me dit, mais cette idée, ça fait longtemps que tu l'as. C'est le moment. Lance-toi, profite, que voilà, t'es enceinte, tu pourras faire, tu pourras rester tranquille à la maison. Et voilà. Et c'est là vraiment, c'était ce côté maman de pouvoir vraiment passer du temps avec mon enfant et me dire, ouais, voilà, maintenant j'ai le temps, je pourrais lancer cette Ouais, idée. ouais. Et t'as un soutien en plus, ce qui est aussi important quand on se lance en tant qu'entrepreneur, c'est voilà Oui, d'avoir le soutien de son entourage, tout à fait. parce que c'est souvent des projets qui nécessitent quand même beaucoup d'implication Tout et à fait. Oui, il y avait vraiment besoin que toute ma famille, et puis autant mon mari comme ma famille ici, comme ma famille là-bas, tout le monde m'a aidé dans cette idée. C'était comme si le port s'ouvre d'un moment à l'autre et il y a tout qui s'est uni pour que ça c'était le marche. bon moment et ouais, Exactement. les étoiles étaient alignées. Tout était aligné et puis on a foncé et puis voilà. Mais vraiment, le moment déclencheur, c'était ma deuxième grossesse. Et donc aujourd'hui, tu lances environ une dizaine de collections, une collection avec 10 modèles par an. Oui. Est-ce que tu peux nous parler justement des créations Itaïto, des matières, de l'artisanat, pour Mais qu'on oui. comprenne bien en quoi ça consiste? Mais oui, alors, déjà pour commencer, chaque modèle, il est créé ici, dans l'atelier ou à la maison, ça dépend, mais il est créé ici en Suisse. C'est moi qui va dessiner chaque modèle, je vais réfléchir un peu les couleurs, les matières, et puis après qu'on fait la première création, que j'ai fait mes premiers dessins, on va dire, parce que premier c'est un dessin, je vais l'étudier avec mes tricoteuses au Pérou. Et puis elles vont aussi m'aider à me dire si on peut le faire. Parce que, Faisable. voilà, parce que des fois, il y a des idées qui partent. Et puis elles vont me dire oui, on peut faire. Alors, c'est pas que moi, il y a aussi une aide des tricoteuses. Elles vont apporter aussi C'est une ces idées. discussion et ouais, Exactement. C'est une une discussion. co-création. Exactement, parce que voilà, on me dit ça, on pourrait faire comme ça. C'est elles les expertes, je dis toujours ça. Et puis alors elles vont me guider et on va finir par faire un premier prototype qui on va valider. Des fois, ça peut arriver qu'on fait même 3 prototypes pour arriver au modèle final. Et c'est quand même des pièces assez intemporelles. Enfin, moi, je connais un peu tes collections. C'est vrai que c'est des pièces qu'on peut garder toute sa vie. Tout à Enfin, fait. C'est vraiment, le but, c'est vraiment de penser à des pièces qu'on peut utiliser longtemps, à des couleurs qui vont pas, qui ont, voilà, ils qui sont vont pas forcément mode ou. exactement, et des modèles qui sont faciles à porter. Et je me pense toujours, je suis maman, j'ai des petits-enfants, et j'ai besoin d'avoir des vêtements où je suis bien, et j'aime bien être jolie, mais être confortable. Alors l'idée vraiment, c'était de pouvoir faire des modèles confortables, des modèles intemporels. Aussi, je pense qu'on va revenir après, mais aussi pour les prix.
Parce que je me dis, si on s'offre un beau pull et on met le prix, c'est aussi quelque chose qu'on puisse porter plus longtemps. Oui, c'est un investissement sur plusieurs années. Tout à fait, voilà. Et par rapport à ton choix de matière, donc tu travailles principalement avec de l'alpaga. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi cette matière est unique, parce qu'elle a des côtés assez uniques, et puis enfin aussi qu'elle est disponible près de ton lieu de production, donc c'est aussi Tout à fait. Alors, déjà, je travaille avec l'alpaga parce que, voilà, je viens de la ville où on produit l'alpaga exactement, où il y a les fabriques de filatures. Et c'est un produit que je connais depuis tout petit, qui est doux, qui est chaud, surtout chaud, et qui n'a pas de lanoline. Et c'est vraiment, c'était quelque chose, j'ai cherché quelque chose vraiment qui soit différent. Et la lanoline, c'est, si tu veux, dans la laine de mouton, un exemple, c'est la graisse du mouton qu'il faut laver. Il faut laver parce que sinon on ne peut pas tricoter, on ne peut pas utiliser la laine. Et pour pouvoir enlever ça, on utilise des produits chimiques. Et on doit laver, on doit utiliser tous ces produits. Et l'alpaga, elle n'a pas. D'accord. Alors déjà, juste il y a ce côté exceptionnel pour moi, qu'il n'y a pas de lanoline et on n'a pas besoin de les laver. Et d'utiliser des produits chimiques. Après ça, voilà, il y a ce côté hypoallergénique que c'est comme je dis, pour les bébés, parce qu'on utilise aussi pour les enfants. Ça gratte pas. Il y a des clients qui me dit qui souffrent d'eczéma et qui m'ont dit toujours pour porter un pull, je devais mettre un t-shirt dedans. Et maintenant, un pull avec toi, il n'y a plus besoin, parce que ça ne me gratte pas. Fini la laine qui gratte. Voilà. Alors, il y a eu tout ce côté-là. Pourquoi? Parce que c'est chaud, parce que c'est doux, il n'y a pas de lanoline. Et aussi, quelque chose que c'est très important que je ne t'ai pas dit, c'est qu'il y a 22 couleurs naturelles dans l'alpaga. Alors, on parle du blanc jusqu'au noir, et le beige, marron, il y a une énorme gamme. Et pour moi aussi, c'était important de pouvoir travailler avec ces couleurs naturelles. Où tu n'as pas besoin donc de teindre le fil. Exactement. C'est vraiment le plus naturel, on peut pas. Alors, c'est vraiment directement de la bête, quand on va la tondre, c'est la couleur. Voilà. On n'a pas besoin de teinte ni rien de tout ça. Et j'ai trouvé ça important. Et surtout parce que vraiment, mon modèle, c'était de pouvoir faire des vêtements qu'on pouvait utiliser longtemps. Alors, des couleurs naturelles comme le beige, le gris, le marron, que c'est des couleurs basiques. Indémodables. Voilà, qu'on utilise tout le temps. Voilà. Et puis, un aspect aussi important, peut-être de la spécificité de tes créations, c'est que tout est tricoté à la main. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur justement l'artisanat de cette région du Pérou où justement cette population tricote depuis des générations? Exactement. Alors, depuis les années, depuis l'époque de Sanka, les hommes tricotaient au Pérou. Il y avait avant des villages qui c'était les hommes qui s'occupaient de tricoter. Après, voilà, aussi il y a les femmes. Mais c'est quelque chose qui est ancré dans la culture péruvienne, le tricotage. Et c'est surtout cette population qui grandit les alpagas, qui connaissent bien, qui savent tricoter, ils savent faire la filature, ils savent tout faire. Alors, c'est vraiment... parce qu'il y a la matière première sur tondu de l'animal. Oui. Ensuite, il y a la partie où justement on en fait un fil qui est aussi maîtrisé dans cette région, enfin dans ta région du Pérou, jusqu'au tricotage. Jusqu'au tricotage. Alors oui. Il y a toutes ces femmes qui savent tricoter, qui sont des expertes. Moi, je dis souvent, c'est des fées de tricot, parce qu'elles arrivent à faire des choses vraiment magnifiques. Et oui, il y a tout ce côté artisanat, ce côté, nous, on travaille avec, on est 15 personnes, 4 personnes en logistique plus 11 tricoteuses. Dans la grande partie, c'est des mamans. En fait, il y a 3 hommes aussi, si jamais, mais ça va être plus des mamans qui viennent, qui tricotent, qui viennent, on a un atelier dans la ville d'Arequipa, que c'est au sud du Pérou, et puis elles vont venir dans cet atelier. Nous, on va donner les modèles, on va dire le prototype que je te parlais avant, et avec ça, on va les former, et puis elles vont commencer à tricoter, on va les montrer les points, on va donner le fil.
et elles vont tricoter à la maison. Parce que ça aussi, c'est un point important pour Itaïto, c'est que ces mamans puissent le faire à la maison parce qu'elles doivent garder ses enfants. Oui. Sinon, elles n'auraient pas de source de revenus si elles devaient travailler à l'extérieur, ce qui serait pas possible Exactement. de par leur famille. Exactement. C'est des femmes on habite à la montagne. On est à l'Équipage, une ville qui a 2300 mètres. Il y a, si tu veux, le centre-ville, mais ces femmes, elles sont vraiment plus haut. Mhm. Et c'est pas évident de venir à la ville. Alors, nous, dans l'atelier, elles vont pouvoir venir apprendre. Et après, elles prennent le fil et ils l'amènent chez eux. Et c'est là-bas où elles vont tricoter. Et chaque certain temps, elles vont venir à l'atelier pour laisser les parties qu'elles ont tricotées. Et après, on a les autres tricoteuses qui vont s'occuper de l'assemblage. D'accord. Après ça, on doit laver les pièces. Alors, on les envoie à la fabrique pour les laver. Et puis après ça, elle revient. On va faire les étiquetages, on va coudre tous les étiquettes. Toujours à la main. Toujours à la main, tout est cousu à la main. Et à la fin, on va faire un repassage qui est fait à l'atelier, un petit repassage, justement pour rendre la pièce plus belle. Pour détendre un peu. Exactement, pour que la maille elle s'ouvre mieux. Ouais. Et puis après tout ça, voilà, il va être encheminé ici en Suisse. Et tu me disais que en général, sur une pièce, une création pas trop compliquée, il faut compter plus ou moins une semaine de travail, c'est ça? Oui, exactement. Pourquoi? Parce que comme je te disais, maman, elle travaille à la maison. Alors, elles vont travailler dans ces moments libres. Nous, on est maman et on sait qu'avec les enfants, des fois, les moments libres, on ne les a pas souvent. Alors, elles vont les travailler. Alors, moi, je crois que le point fort chez moi, c'est que je ne mets pas la pression. Elles savent qu'elles doivent faire les pièces. Elles les font comme, elles vont trouver le temps, mais il n'y a pas cette pression. Oui, tu leur permets d'aménager leur temps de travail de manière flexible, enfin de la manière qui leur convient le mieux. Tout à fait. En leur donnant peut-être des objectifs de délai de produire une pièce dans un certain temps. Mais après, elles sont libres de s'organiser comme elles veulent. Exactement. C'est vraiment c'est le but de Itaïto, c'est vraiment de pouvoir les laisser s'organiser, qu'elles puissent voir comment elles vont faire. Parce que, comme je dis, c'est des mamans. Et puis, c'est vraiment très important, ces côtés-là. Et ça, c'est par rapport à ces femmes. Voilà, et l'artisanat, c'est vraiment ça. Alors, comme je disais avant, aussi, ça dépend. Là, en été, la production elle est plus petite. En hiver, elle va être plus grande. Alors, on a la possibilité d'engager plus de personnes. Et après, on peut monter jusqu'à 20 tricoteuses. Ça dépend aussi les commandes, les clientes. Et puis là aussi, ça nous permet de pouvoir donner du travail à plus de femmes, à plus de mamans, que c'est vraiment important parce qu'elles vont amener un soutien économique à la famille. Et puis pour elles, c'est très valorisant aussi. Elles se sont valorisées de pouvoir se dire, voilà, moi aussi, j'aime je ça. Contribue, oui. Je contribue. Il n'y a pas qu'elle marie, moi aussi, de mon côté, avec les enfants, moi aussi, je peux aider. Et puis, comme elles me l'ont verbalisé, ça aide à acheter des médicaments pour les enfants, ça aide à envoyer les enfants à l'école. Ça vraiment, ça les permet de faire les choses différemment, de donner des autres opportunités. Plus de liberté et d'opportunités. Donc, tu nous parlais justement de meilleures conditions de travail. Je pense que beaucoup de tes engagements s'articulent autour de plusieurs actes en lien avec l'impact social. Donc, tu nous parlais des rythmes de travail flexibles. Il y a aussi d'offrir quand même des conditions salariales intéressantes, qui est important de pas forcément être au minimum du minimum. Oui, c'est quelque chose que c'est important et que je suis touchée doublement parce qu'en étant péruvienne, je connais la réalité de mon pays et de ma famille aussi là-bas. Alors, je sais comment ça se passe l'économie actuellement. Et puis, pour moi, c'est important qu'elle soit bien rémunérée. Je ne veux pas partir dans le côté profit parce que je ne trouve pas juste comme femme
j'ai pas envie de ça. J'ai vraiment envie de pouvoir aider, que ça ait un travail honnête, un travail juste, un salaire juste, que ça soit équitable, et puis qu'on puisse être tous contents. Oui. Voilà, que ce soit pas au détriment de quelqu'un. Exactement. Alors, elles sont contentes. Bah, moi aussi, je suis contente. Et même les clientes, elles sont contentes parce que c'est une autre manière de travailler. On a plus sur cette emprise ou sur cette profit. Non, c'est vraiment, c'est très différent. Et comme je te dis, je crois que je vais jouer un peu cette double casquette en étant ici, mais en étant aussi péruvienne. Ça va me toucher peut-être plus et je vais être plus réceptive à ce côté que pour moi c'est important. Oui, de cette notion de partage. Exactement. Et tu mentionnais aussi que tu emploies aussi des personnes en situation de handicap. Donc, c'était aussi important pour toi de pas avoir de barrière, quelle qu'elle soit. Exactement. En fait, si tu veux, moi, comme je te dit avant, moi, c'est le côté social, l'aspect social. Alors, oui, on a un monsieur qui tricote pour nous, qui a un chaise roulant, et puis on est très content de pouvoir l'offrir ce travail. On a aussi un monsieur de 80 ans aussi qui tricote pour nous. En fait, je me bloque à rien. Moi, j'accepte tout le monde qui sache tricoter. Je pense qu'on peut donner l'opportunité à tous. Et c'est important. En fait, c'est vraiment dans l'ADN Itaïto. C'est vraiment ce côté social, ce côté on est ouvert à tous, on est là, et puis on peut trouver du travail. Alors, on peut donner du travail, et puis c'est ça le plus important. Ben, c'est magnifique, et ça s'arrête pas là parce qu'il y a encore d'autres axes dont on va parler. On parlait en début de formation. C'est vrai que c'est culturellement, voilà, beaucoup de personnes savent tricoter dans cette région, mais il y a quand même parfois besoin de perfectionnement. Donc, tu proposes aux tricoteuses justement de pouvoir améliorer leur technique de tricotage, parfois d'apprendre, j'imagine, peut-être des nouveaux points ou... Tout à fait. Si tu veux, on a les experts, on va dire les tricoteuses qui connaissent très bien, mais il y a des nouvelles personnes qui vont arriver et nous, on va les former. Pour moi, c'est important de pouvoir les former parce qu'il faut avoir une tension. Faire à la main, c'est pas comme faire à la machine. Il faut qu'on essaye de garder une tension. Il faut apprendre les nouveaux modèles, les nouveaux points. Et c'est important de les former parce que, comme j'ai déjà dit à les filles là-bas, à mes tricoteuses, après aussi, ça les permet à elles de voler avec ses propres ailes. Voilà, après, elle peut faire même elle-même des poules pour les ventes elle-même. Après, voilà, c'est des choses qu'il faut apprendre, que c'est important de transmettre. Tout ce qu'on sait, on peut les transmettre. Et puis moi, ça y est trop génial parce que justement, j'ai mes deux tricoteuses, qu'on va dire que c'est la tête là-bas, qu'elles sont aussi de cette même habit que moi. Elles sont prêtes à transmettre son savoir-faire à les plus jeunes qui viennent oui, à partager. Exactement. Il y a vraiment ce côté partage. Générosité. Exactement. Et on parlait aussi en préparant ce talk d'ateliers de sensibilisation. C'est aussi quelque chose que tu essayes de mettre en place si tu identifies des problématiques particulières. Exactement. En fait, comme j'avais dit avant, bon, je t'avais dit, et des fois, dans ma culture, notre culture péruvienne, il y a beaucoup ce côté macho. Et puis les hommes, des fois, il y a des tricoteuses qui vont arriver qui sont battus. C'est quelque chose qui me touche énormément. Et puis que j'essaye comment dire, de les former, de les apprendre à qu'elles sachent qu'ils ont des droits, qu'ils sont pas, ils doivent pas se laisser faire. Alors oui, on a fait déjà, on a amené des policiers pour pouvoir expliquer les droits, pour pouvoir expliquer aux tricoteuses, voilà, vous pouvez porter plainte, vous pouvez faire ça, vous êtes protégés. Il y a aussi des associations au Pérou qui protègent les femmes, qui protègent les mamans. Alors, mais elles n'ont pas accès à ces informations. Alors, avec tout ça, on peut les donner ces informations. Alors, on a fait, oui, justement, un atelier on pour sensibiliser. Exactement.
Et c'est vrai que ça a très bien passé. Elle s'était contente. Elle ne savait pas, elle ne connaissait pas. Et l'idée, c'est vraiment de les aider dans différents côtés, pas seulement travail équitable ou salaire équitable, c'est aussi pouvoir Améliorer leur qualité de vie exactement, et sur différents aspects. exactement, c'est ça. C'est justement ça les mots. Mais en tout cas, bravo parce que c'est une démarche qui est très complète et voilà qui fait plaisir à voir en tant que client, Merci. que admirateur de la marque. On va maintenant peut-être parler de l'impact environnemental. C'est un grand sujet et je pense que même si toi, tu t'es concentré sur l'impact social et peut-être que les gens parlent plus de cet aspect-là quand ils parlent de Itaïto, tu es aussi très sensible à l'impact environnemental. Tu nous parlais justement du choix de l'alpaga, du fait que en termes de consommation d'eau, il y a des étapes qui ne sont pas à faire, donc on consomme pas d'eau. Est-ce que, par exemple, sur l'empreinte carbone, est-ce que tu as mis des choses en place? On sait que c'est un sujet aujourd'hui dont on parle beaucoup, Oui, de tout à fait. maîtriser son empreinte carbone. Toi, c'est quoi ton approche sur cette thématique-là? Alors, comme je t'avais dit, pour moi, c'est très important. Tout ce côté soutenable, éthique et équitable, mais aussi ce côté, voilà, pour la planète, qu'est-ce qu'on doit faire. Alors, moi, je me suis mis comme idée, si tu veux, c'est on doit tout produire là-bas, à Arequipa. Déjà, dans la ville au Pérou. Déjà, on a la chance que les fabriques de filatures, elles sont là-bas. Ce qui est rare parce que souvent, majoritairement, tout ce qui est industriel Oui, a plutôt été, exilé dans d'autres parties du monde tout à et il y a fait. de moins en moins la possibilité de filer Exact, localement. exactement. Et c'est vrai que, comme tu dis, c'est rare et on a cette chance. Alors, je me dis, on va profiter de ça au maximum. Alors, les fils, il y a la fabrique de filatures et les tricoteuses, elles sont à moins de 20 kilomètres. Alors, vraiment, notre secteur, il bouge en 20 kilomètres. Dans la même ville, on achète les fils, on l'amène chez les tricoteuses. Et puis l'alpaga et en plus, la première étape est vraiment sur place aussi. Exactement, parce que les alpagas, elles grandissent dans les ondes péruviennes, dans les volcans. On a énormément des alpagas qui sont sauvages. Et puis, elles grandissent là. Alors, dans la même ville, on a cette chance. Et justement, la fabrique de filatures, on peut travailler avec la traçabilité. Comme ça, je peux savoir d'où vient le fil. Parce que c'est des grandes, par rapport à l'élevage d'alpaga, c'est des grandes comment ça se passe en termes de Alors, si tu veux, on a le côté des alpagas sauvages, mais aussi on a le côté où il y a des élevages, de les mêmes gens qui habitent dans les montagnes, qui sont ces propres alpagas qui font ces élevages et qui après ils vont amener la laine à la fabrique. Et c'est pas de l'élevage intensif, c'est rien à voir avec ce qu'on peut voir pour le bétail ou. Non, rien à voir parce que si tu veux, l'alpaga elle commence à se faire connaître. Alors on n'est pas comme le côté cachemire, comme ça, non, c'est vraiment différent. Moi, je tiens quand j'achète, voir la traçabilité pour voir que cette fille vient vraiment des personnes localement qui travaillent là-bas et qui ont ces animaux là-bas. C'est important pour Itaïto. Alors, il n'y a pas de gros élevages. En tout cas, pour le moment, il n'y a pas. Et puis, aussi, dans la culture, l'alpaga, c'est un animal qu'on respecte. C'est l'animal qui nous donne à manger. Alors, on va pas les maltraiter, tout le contraire. C'est vraiment un animal vraiment qu'on va même vénérer. En fait, on est là à côté de lui, on va faire très attention. Et pour les communautés, c'est super important. Même les jours qu'on va tondre les bêtes, c'est une fête. D'accord. C'est une fête en cas, c'est une fête qui est restée de nos ancêtres. Alors, il n'y a pas cette... Il y a un respect il n'y a pas ce côté intensif. Exactement. Il n'y a pas du tout ça. Et puis voilà, comme je te dis, on va acheter le fil. Moi, je fais très attention à la traçabilité. Le fil, il va aller chez les tricoteuses.
chez les tricoteuses, on va tricoter. Les étiquettes, elles sont faites dans la même ville, Arequipa. Les boutons, ils sont faits dans la même ville. Ce qui est rare aussi, hein, parce que souvent tout ce qui est anoblissement, enfin, et boutons et Voilà. autres pièces, c'est très difficile à Exact. sourcer localement. En général, ça vient d'ailleurs. D'ailleurs, exactement. Mais moi, mon but, c'était vraiment de pouvoir faire tout Made in Pérou, que tout ça vient du Pérou. Alors, et ce qui a aussi un impact, on parlait d'empreinte carbone. Exactement. Parce que souvent on le sait pas, mais en général les vêtements qui sont issus d'un processus industriel, Oui. Et ben ils voyagent souvent, le fil voyage, le tissu voyage, Oui. et toutes les opérations n'ont pas lieu au même endroit. Tout à fait. Et souvent on pense uniquement à l'empreinte carbone de l'achat qu'on a fait du produit fini, Oui. mais on pense pas à toutes les étapes en amont sur la supply chain où il y a eu des déplacements de matières premières, oui, qui vont faire augmenter l'empreinte carbone. Tout à fait. Et justement, c'est en pensant à tout ça que moi, je me suis dit, OK, nous, on va le faire tout au Pérou pour diminuer, nous, comme entreprise, notre empreinte carbone. Parce que nous, on a, ça il faut le dire, nos vêtements, ils partent après en avion et ils vont arriver en Europe. Alors déjà, on a... Ce qui est leur seul déplacement au final. Exactement. Ouais. Mais voilà, on a déjà cette empreinte carbone que nous, on l'a et je suis bien conscient de ça, mais j'essaie de m'améliorer là-bas, de nous améliorer là-bas. Pourquoi? Pour les diminuer au maximum. Alors, tout ce qui vient de Itaito, tout est fait Made in Pérou. Depuis les étiquettes, depuis les boutons, les fils, tout est Made in Pérou et c'est quelque chose que je tiens, que c'est important. Comme ça, nous, si on fait notre petit pas en avant, il n'y a pas, comme je te dis, quel côté équitable et tout ça, il y a aussi ce côté, on fait quelque chose aussi pour nous, pour notre terre. Voilà, c'est important. Et aussi, c'est quelque chose, comme si je reviens un peu, c'est quelque chose dans notre culture. Nous, on parle beaucoup de la Pachamama. La Pachamama, c'est la terre. La mère nature. Enfin, exactement. Ouais. Et dans notre culture Anka, c'était super important. Et moi, j'essaye de ramener tout ça. Voilà, tenir toutes ces valeurs, c'est important. Alors oui, moi, j'ai fait mon mieux là-bas, mais effectivement, il y a notre empreinte quand on part en avion et ça arrive ici. Et tu en es consciente, et même tu me disais que voilà, tu es en train d'envisager un bilan carbone parce que tu penses que c'est important, et puis c'est aussi vis-à-vis de tes détaillants et de tes clients quelque chose qui est de plus en plus demandé, ou enfin on s'interroge sur quel est le bilan carbone des produits qu'on consomme. Oui. Donc félicitations pour cette démarche. Et je crois aussi que tu as essayé de mettre d'autres choses en place, et parfois tu t'es aussi confronté à des freins. Enfin voilà, des fois on a la volonté de faire des choses, et il y a la réalité de ce qui est faisable. Tu m'avais cité un exemple, notamment par rapport à la consommation d'eau. Je ne sais pas si tu veux nous expliquer. Oui, en fait, c'est vrai que, comme tu dis, maintenant, on parle beaucoup d'empreinte carbone, on parle de l'eau, que c'est important aussi. Et pour pouvoir grandir comme entreprise, il fallait faire des améliorations. Et moi, mon but, c'était vraiment d'améliorer tout ce que c'est eau, tout ce que c'est le lavage, pas utiliser des chimies, vraiment aller vers ce côté naturel, 100% naturel. Et c'est vrai que, bon, pour la petite histoire, on a essayé, on a fait la première, on a trouvé une entreprise aussi comme nous, petit, qui commençait à proposer des lavages un peu plus naturels, des lavages un peu inspirés de cette époque de les Anka, parce que c'est vrai qu'au Pérou, on s'inspire beaucoup de ça, même pour faire les teintures les plus naturelles possibles et tout. Et on a mené la production. Donc, chez un nouveau fournisseur qui avait mis en place un système pour économiser l'eau sur la phase de lavage. Exactement. Et puis voilà, on a eu, malheureusement, les pièces, elles ont été brûlées.
Et ça a été très, très dur. Donc oui, parce que tu as une production qui est limitée, enfin tu Exactement. produis ce que tu vends, tu n'as pas de surproduction de Non, stock. non, non, on n'a pas. Et puis, c'est des pièces semaines. Alors, une pièce semaine, ça va prendre 2, 3, 4 mois pour Oui, la faire. parce que le lavage, c'était pas au niveau du fil, mais c'était le lavage de la pièce finie. Exactement, c'est le lavage qu'on donne à la pièce avant qu'elle part ici en Europe. Alors là, ça a été vraiment très difficile, mais on a su affronter le problème. Voilà, j'ai dû reculer, faire un pas en arrière. Et te dire que technologiquement, en tout cas, ce fournisseur, enfin, c'était Oui, pas encore possible de maintenir la qualité que tu produis tout à habituellement fait. et que son système, sa technologie était pas encore peut-être aboutie. Exactement, c'était pas encore comme lui, bah, si tu veux le vendre, cette nouvelle manière de laver plus naturelle. Et oui, on a eu cette petite souci, pas dire gros souci, mais j'étais très content parce que de notre côté, tous mes détaillants ici, ils ont compris le problème, ils ont compris ma démarche de vouloir nous améliorer, mais que parfois, on peut pas. Parfois, comme tu l'as dit, il n'y a pas la technologie à proximité exactement pour pouvoir le faire. Et puis, des fois, oui, on est confronté à certaines choses que, voilà, on a été obligé de retourner un point en arrière. En attendant peut-être de retester ou d'avoir une autre opportunité. Tout à fait. Moi, je suis toujours ouvert. Toujours, je recherche de nouvelles propositions. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut améliorer? Alors, je suis toujours ouvert, mais pour le moment, voilà, on a dit. Mais je pense que tu mets le doigt sur un point important, c'est que des fois on parlait un peu avant en préparant du lin, tu me disais que tu regardais voilà pour sourcer du lin Oui. Et que tu avais trouvé donc du lin fait en Europe. Oui, exactement. mais il y a un grand mais. Voilà. En fait, comme je te disais, je pense qu'il n'y a pas vraiment une matière à 100% écologique. Alors oui, j'ai cherché du lin et puis j'ai trouvé un magnifique lin. Et me renseigne, parce que j'aime bien me renseigner avant d'utiliser un produit, il faut vraiment que je me renseigne pour avoir tous les impacts qu'on peut avoir par rapport à ça. Et je me rends compte que le lin, voilà, il est bien, en fait, il grandit bien ici, mais qu'il part en Chine pour faire le tissage, et qu'après il revient ici. Et puis je me dis, ah ben là, l'empreinte carbone, il est énorme. Et des fois, c'est vrai que, comme tu l'as dit avant, le client final, il voit pas ça. Il voit juste cette mode circulaire. C'est un exemple, on va dire, Made in Genève. OK, on le fait à Genève. Mais il y a toute une histoire derrière parce qu'on ne sait pas d'où vient ce tissu, on ne sait pas d'où vient les fils, on ne connaît pas tout le reste de l'histoire. Et puis oui, on parle juste du dernier achat, mais il y a quelque chose qui est derrière et moi j'essaie de travailler de ce côté-là. Oui, d'aller plus profondément que juste parce que tu pourrais te servir de lin made in Europe en communiquant sur le fait qu'il est made in Europe. Voilà. Et je pense que 95% de tes clientes se diraient waouh, c'est chouette. Et toi, tu as ce parti pris de te dire je veux pas m'arrêter là. Je pense que même si les gens le voient pas, j'ai quand même ce devoir de faire les choses bien. Exactement. Et d'essayer de pas voir que l'impact qu'on veut me vendre, mais de voir la globalité des impacts. C'est seulement la globalité de tout, c'est très important. Et on parle là un peu des freins parce que rien n'est toujours facile et par rapport à l'impact social, le Pérou a une culture différente par rapport à la Suisse où maintenant tu es depuis plusieurs années. Est-ce que tu as eu aussi, tu as été confronté à des difficultés par rapport justement aux tricoteuses et à tes collaboratrices sur leurs conditions de travail? Est-ce que... Oui, tout à fait.
Pour la petite histoire, si tu veux, moi, j'ai voulu vraiment engager une partie de mes tricotos pour pouvoir donner une meilleure condition. Des Mais assurances, des assurances, parce que voilà, ouais. au Pérou, il n'y a pas d'assurances, c'est très compliqué, tout le côté médical. Et je me suis dit, voilà, comme je te dis avant, il y avait une personne handicapée qui travaillait avec nous, et puis pour moi, c'était important de pouvoir l'aider, qu'il ait au moins une chaise Chaise roulante roulante. pour pouvoir travailler. Alors, j'étais en face à vouloir, si tu veux, donner quelque chose, améliorer ses conditions de vie, mais je me rends compte que la culture, elle est pas comme ici. Et j'ai vu que ces femmes, elles tenaient trop à sa liberté, à pouvoir, comme elles m'ont dit, à garder ses enfants, à avoir le temps pour les maris, pour les enfants, et puis elles ne voulaient pas être engagées. Elles voulaient continuer à travailler comme ça, comme on travaille, comme on travaille à la pièce, et pas des engagements, des contrats qui peuvent la mettre en pression. Elles ne sont pas envie de ça. Et puis ils m'ont dit tout de suite non. Et moi, j'étais très surprise parce que moi, vraiment, mon élan, c'était vraiment, on va améliorer ça et tout. Et puis ils m'ont dit non, on ne veut pas parce que je pense qu'elles sont pas, il y a un côté culturel aussi. Moi, je suis péruvienne et je connais comment ça se passe, comment on a envie d'être avec la famille. C'est très important au Pérou, la famille. C'est maman qui encore doit rester à la maison pour garder les enfants. Donc c'était un engagement trop grand. Exactement. Même s'il y avait des bénéfices Oui. qu'elles pouvaient gagner, elles n'étaient pas encore prêtes à changer malgré les améliorations que toi tu voulais leur offrir. Tout à fait. C'était vraiment non, on ne veut pas. J'étais ok, mais pourquoi? J'ai demandé. Et puis là, ils m'ont expliqué. Je peux comprendre un peu en étant péruvienne comment c'est là-bas, comment c'est la culture là-bas. Et puis elles ont préféré garder sa liberté qu'avoir un contrat. Et tu penses que ça, c'est quelque chose qui peut évoluer dans les années à venir? Tu sens qu'il y a des changements ou... Alors, je pense que oui, effectivement, parce que on doit se connaître. Et puis là, on s'est connus, on travaille ensemble. Alors, elles savent ma manière de travailler. J'essaie vraiment d'être le plus, si tu veux, cool possible, de pas forcer. Alors, pour finir, ils se sont rendus compte qu'en travaillant avec moi, elles gardent sa liberté. Alors, et qu'un contrat changerait pas forcément ce rapport-là. Exactement. Alors, je pense déjà que petit à petit, on va pouvoir faire les pas. Et puis, elles aussi, elles vont se rendre compte de l'importance de ça, autant pour elles comme pour ses enfants. Parce qu'au Pérou, avoir une assurance maladie, assurer la mère ou assurer le père, après, il y a tous les enfants qui bénéficient de ça. Alors, je pense que c'est important, mais il faut aller petit à petit et puis montrer, je pense que on est là, qu'on va parler, parce qu'elle aussi, elle se protège. C'est des femmes qui ont été exploitées, on va le dire, pour des autres entreprises, des grosses entreprises. Alors, elles se protègent beaucoup. Parce que tu me disais que justement, pendant le Covid, il y a eu pas mal d'entreprises plus grandes qui étaient dans des volumes conséquents, qui ont licencié sans aucun avantage. Et il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés sans emploi et sans rien. Sans rien. D'un jour à l'autre jour, plus de salaire, on ne peut plus nourrir les enfants. Et puis j'ai trouvé tellement triste de voir toutes ces femmes comme ça qui venaient chez nous pour nous demander du travail, mais elles ont été carrément abandonnées. Et puis, moi, je suis encore petite. J'ai pu aider quelques-uns, mais je n'ai pas pu prendre tout le monde. Parce qu'il y a plusieurs ateliers qui travaillent avec différentes entreprises là-bas. Parce que, comme je te dis, c'est l'endroit où on fait la filature et tout. Mais on a pu les aider. Mais c'est vrai que, comme je te dis, c'est des personnes qui ont été exploitées. Les plus grands, ils ont profité, comme on le voit souvent. Et maintenant, elles ne veulent plus ça. Alors, elles vont se protéger. Alors, ils disent toujours non, ils nous promettent de belles choses, mais alors, au moment, il n'y a personne. Il n'y a personne, Voilà. Alors, je leur dis, bon, moi, je ne suis pas comme ça. Bon, déjà, parce que moi, je suis péruvienne.
Alors aussi, ils s'identifient beaucoup avec moi parce qu'elles savent que je viens de la même ville, voilà, que je suis comme elles, qu'on connaît les mêmes choses. Alors, c'est une autre approche que peut-être la grosse entreprise qui arrive et puis qui connaissent pas et qui connaissent pas la manière, les habitudes, la manière de vivre et tout ça. Et puis, ça prend du temps aussi. Enfin, comme tu le disais, des fois, on veut aller très vite. Enfin, on veut faire plein de choses en même temps. Et voilà, parce que je pense que tu as cette volonté d'améliorer constamment ton processus. Mais c'est vrai qu'en face, que ce soit au niveau technologique, au niveau humain, ben, il faut aussi respecter qu'il y a des temps différents et que tout le monde n'avance pas forcément à la même vitesse. Tout à fait. C'est vraiment le fait de vivre aussi ici en Europe. Ça fait 20 ans que j'habite en Europe, alors il y a un peu les deux casquettes péruviennes et ici. Je sais comment on travaille ici, je sais comment on travaille là-bas. Et oui, effectivement, c'est pas la même manière, mais on essaye de trouver des juste milieux pour pouvoir collaborer avec ces dames là-bas et puis pouvoir ici aussi cumplir mes engagements, je ne sais pas si on dit cumplir, mais en fait, j'ai des engagements envers mes clients et moi aussi, je dois faire face. Alors, on arrive à trouver toujours des moyens et puis, comme je te dis, elle commence à changer à force de me connaître. Elle commence à changer, elle commence à se rendre compte que c'est important aussi si on s'engage de respecter un délai ou une qualité. Tout à fait. Parce que le fait, comme je dis toujours là-bas, si on a des commandes, on a du travail. Et elles sont de travail. Alors, si on arrive à respecter les délais de nos commandes, elles vont avoir du travail. Alors, pour finir, elles ont compris. Et ça commence à aller mieux. Mais, comme tu as dit, ça a pris du temps. Ça a pris plusieurs années pour pouvoir arriver où on est là maintenant. Et tu parlais de la dernière étape qui est la commercialisation, le produit fini. Comment ça s'est passé pour Itaito? On sait que c'est pas facile d'aller démarcher des détaillants, c'est pas facile non plus de vendre directement sur son site. Enfin, comment tu t'es fait connaître et comment tu as réussi à développer un réseau de distribution Alors, tout a commencé, au début, j'ai commencé à démarcher mes clientes. Je suis allée boutique par boutique, ici à Genève, à Lausanne, à Montreux, avec les produits. C'est vrai qu'au début, les premières clientes, ils touchaient, mais ils disaient, waouh, c'est vrai que c'est doux. Après, on ne sait pas si c'est chaud, mais c'est doux, c'est joli. Au début, c'était, OK, on va commander quelques petites pièces. À l'époque, ça fait 5 ans en arrière, l'alpaca, elle n'était pas très connue encore. Alors, les clients, ils ne savaient pas trop. Mais il y a eu des clients qui ont décidé de faire le pas avec moi et voilà, et essayer. Et ça marchait. Alors, deuxième année, quand je suis revenue, ils m'ont dit, super, on va recommander. Et puis là, la commande, elle grandissait. À chaque année, elle grandissait un peu plus. Alors, j'étais très contente parce que je me rendais bien compte que les produits plaisent. Et après, nous, on a pris aussi la décision d'aller faire des salons professionnels à Paris, en France. Alors, nous, on a fait What's Next pendant 3 ans. Et après, on a fait... Et ça t'a ouvert des portes? C'était un... Oui, tout à fait. What's Next, ça nous a ouvert quelque part aux États-Unis, en Italie et en France aussi. Oui, parce que on n'a pas précisé, mais tu es pas que vendu en Suisse. Non, voilà. Il y a aussi des autres pays. On travaille une petite quantité toujours, mais on travaille avec des autres pays. Et après qu'on a fait What's Next pendant 3 ans, on était appelé pour un autre salon à Paris, un salon plus exclusif qui s'appelle Première Classe. Et on a été là-bas aussi. On a fait la première année et là, ça nous a ouvert les portes un peu plus loin au Japon. On a pu exporter au Japon. Et puis voilà, un peu en Italie aussi. Mais malheureusement, après, il y a eu le Covid. Et un peu freiné. Ça a tout freiné. Il y a les salons qui ils sont fermés. On n'a pas refait des salons. Et ça recommence maintenant, mais on va petit à petit. Et tu penses repasser par l'étape salon? Ou tu penses qu'en termes de développement, c'est quelque chose dont tu n'as plus forcément besoin?
Alors, c'est compliqué parce que, comme tu l'as dit, c'est compliqué de pouvoir offrir des prix qui soient raisonnables pour tous, Mm. de payer des salaires équitables là-bas, de pouvoir vendre les pièces ici. Et il y a un juste milieu et des fois c'est un peu compliqué. Il faut qu'on travaille de tous les côtés. Oui, Alors, parce que tu veux pas non plus être dans des volumes de production. non, Enfin, voilà, tu veux quand ex- même rester sur des produits assez exclusifs et exactement. produits en En petite. petite quantité parce que c'est des mains, c'est des Mhm, petites mains qui mhm. tricotent et on ne peut pas faire 50 pièces. Alors, déjà, je peux pas offrir plus pour le moment. Et puis, comme tu l'as dit, on aimerait rester ce côté exclusif, ce côté humain. Et puis pour le moment, non, j'ai pas trop prévu de faire de salon. Je continue à travailler avec les boutiques avec lesquelles je travaille déjà. Le but, c'est de développer aussi dans notre site internet, pouvoir faire connaître la marque. Mais Après, tu disais qu'il y a un seul bémol, c'est que c'est vrai, souvent les clients sont très surprises et c'est souvent un coup de cœur quand elles touchent et voient la matière. tout à fait. Et c'est souvent dans ce genre de cas le frein du De- digital, c'est que voilà, c'est exactement. pas, on n'a pas encore ces sens-là à travers Et un ordinateur ou. exactement, tout à tout dit. C'est le vrai problème, c'est quand une cliente elle arrive en boutique, elle va venir, elle touche, elle va sentir la douceur, elle va essayer la pièce et puis elle va dire ok, c'est vraiment le coup de corps, je l'achète. Mais va, Donc c'est plutôt peut-être pour un deuxième achat quelqu'un qui connaît déjà la marque et qui voudrait offrir ou s'offrir. tout à fait, c'est là où elle va venir sur le site. Et ça m'est arrivé souvent des clients qui m'ont dit, ah oui, j'ai trouvé vos produits En en boutique. boutique. Et puis maintenant, je viens directement chez vous parce que je connais vos produits. Alors, c'est comme ça comment on se fait connaître bouche-oreille. Mais le premier client, il va venir premier toucher. Euh, il va sentir, il va aimer. Et aussi, comme je t'avais dit avant, il y a aussi cette côté histoire. Il y a des clients où la vente, elle va se déclencher tout de suite, comme il y a des clients qui vont entendre l'histoire de ces femmes, de ces mamans qui tricotent, et ils vont faire les pas. Mais je me rends compte que plus on avance, plus mes types clients, ça va être vraiment des clients qui sont touchés pour des matières nobles, qui préfèrent, si tu veux, s'acheter un pull à l'année, pas plus, mais qu'ils savent que c'est un produit noble, que c'est un produit qui va durer à long terme, que c'est un produit qui a une histoire derrière. Et ouais, c'est touchant, c'est maman, c'est une manière de s'entraider. Voilà, je t'achète à toi parce que je sais que tu vas aider ces mamans et ces mamans, elles sont de travail Mhm. et ces enfants, ils peuvent aller à l'école. C'est tout un Mhm. cheminement. Et des fois, on pense pas, on va pas voir plus loin, mais il y a tout ça. Oui, la chaîne humaine Exactement. qui. Et puis voilà, et même en achetant, voilà, ces femmes, elles vont améliorer ses conditions de vie parce que Itaïto, c'est ça, c'est pouvoir les apprendre, c'est pouvoir les former, c'est d'être présent. Voilà, je t'avais dit, on avait une maman qui est tombée enceinte, bah, elle n'arrivait plus à tricoter, puis on l'a aidée, on a acheté une chaise spéciale pour elle. Au bout d'un moment, quand elle pouvait plus, mais vraiment, c'est de pouvoir améliorer. Et puis, rien que boire une tasse de café, c'est important. Alors voilà, on travaille sur tout ça, mais Et est-ce que tu remarques quand même de la part de tes clients aussi qui sont plus sensibles et plus informés sur différentes thématiques environnementales et sociales? En général, ils te posent quoi comme question s'ils ont des questions? Qu'est-ce qu'ils aiment savoir? alors, ils vont me demander, très important, c'est les animaux, Oui. comment ils sont Mhm. traités. Parce que moi, je vais dire, souvent je dis, c'est du baby alpaga, parce Mhm. que moi, je travaille avec du baby alpaga, et les clients, ils vont croire d'habitude que c'est du bébé Oui, 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 alpaga. Et oui. je vais dire que non, c'est un animal adulte, Adulte. et on appelle baby alpaga la première tombe de l'animal, mais c'est pas un bébé. Oui. Alors, elles sont très vite très touchées pour ce côté-là, Mhm. concernées par rapport à l'animal, comment il est traité. Ça, c'est une des questions qui revient souvent. Après, il y a aussi ce côté féminin. Est-ce que ces dames, elles sont bien rémunérées?
est-ce que comment elles sont ces Dans quelles dames, dans quelles conditions conditions. elle travaille. Voilà, alors moi souvent sur mes réseaux sociaux, j'essaye de mettre des photos, des petites vidéos pour qu'ils voient comment ça se passe, comment on fait là-bas. C'est vraiment le plus transparent possible. Et puis, mais ça va être, je pense que le plus important, c'est ça. Ces deux aspects qui reviennent régulièrement. Oui, 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 exactement. Mais écoute, c'était passionnant. Je ne sais pas si j'ai oublié de te poser des questions, si tu veux rajouter quelque chose. Bah écoute, non, je voulais avant tout te remercier, comme j'ai dit, pour l'invitation, pour pouvoir nous permettre de nous faire connaître et de connaître un peu plus les produits, les processus, qu'est-ce que c'est Itaïto. Et puis voilà, qu'il y a des humains derrière et on n'est pas des machines. Et puis juste, voilà, je pourrais dire que je remercie toujours à tout le monde, même à mes détaillants, à toutes les boutiques avec lesquelles je travaille, parce qu'elles qui t'ont fait confiance, qui m'ont fait confiance, qui nous continuent à faire confiance, et puis qui comprennent quand il y a un souci, quand il y a un problème, elles savent, ok, oui, c'est fait mal, c'est pas des machines, on comprend, et puis il n'y a pas de souci. Et c'est vraiment important pour pouvoir continuer. Alors, merci beaucoup, Claudia. Avec plaisir. C'est un plaisir. Merci à vous et très bonne fin de journée. Merci.